La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, aujourd'hui immersion dans l'hôtellerie, le monde de l'hôtellerie et des centres thermaux, avec le patron d'un hôtel, en même temps responsable des opérations de Boas. Boas, c'est un groupe vaudois qui possède une dizaine d'établissements comme Aquatis à Lausanne ou les Bains de Saillon en Valais. Brice Lavédrine est notre invité aujourd'hui dans B2B. Bonjour Brice Lavédrine. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Vous êtes d'une certaine manière né dans l'hôtellerie parce que vos parents y travaillaient, vos grands-parents également. Votre père, lui, a décidé à un moment donné de sa vie de ne plus être indépendant, d'aller travailler pour le groupe Accor et vous êtes né au Gabon. Oui, tout à fait. Oui. Mon père avait à l'époque en partie la charge du développement du groupe sur certains pays d'Afrique, notamment comme le Gabon. Donc effectivement, on a dû, mes parents ont déménagé sur ce pays en s'installant sur Libreville. Et donc, durant cette période, je suis né là-bas. Voilà, tout simplement. Vous viviez à l'hôtel? Comment ça se passait? Alors non, on vivait à l'extérieur du bâtiment. Et puis, mon père a repris l'exploitation d'un Novotel à l'époque, le Novotel Libreville, qui depuis n'existe plus d'ailleurs, et s'occupait du Novotel Libreville. Et il a regardé un petit peu aussi sur l'hôtel Mercure de Port... J'allais dire Port-Conti, mais Port-Conti, c'est chez nous, de Port-Gentil, et puis certaines exploitations sur la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Vous aviez 5-6 ans, votre famille est rentrée en France, mais vous avez continué de voyager au gré des différents postes. On vous parlait de ce métier de l'hôtellerie dans la famille? Alors, une omniprésence totale, puisque ma mère est également issue du même milieu. Donc une hôtellerie indépendante sur une région française de la Savoie, Haute-Savoie. Et donc l'hôtellerie était omniprésente chez nous dans toutes les discussions, en long, en large et en travers. Brice Lavédrine, est-ce que depuis que vous êtes enfant, vous rêviez comme travailler dans l'hôtellerie? Alors, pas forcément étant jeune, puisque on a tout de suite été impliqués, ma sœur et moi-même, dans le métier avec nos parents qui nous ont appris ce métier dès notre plus jeune âge. Donc effectivement, à un moment donné, vous vous posez des questions sur ce que vous voulez réellement faire sur la suite. Et puis, il y avait plusieurs options qui me plaisaient, notamment éventuellement être pilote d'avion de ligne. Ou bien j'avais une autre envie qui était plutôt de travailler dans le sport, puisque je fais pas mal de sport, et j'étais plutôt intéressé par les reprises de magasins de sport. Qu'est-ce qui vous a détourné de ça pour finalement être dans l'hôtellerie? Finalement, après avoir passé mes études, j'ai finalement fait je suis resté dans la filière économie, de manière générale. Donc, j'ai fait une classe préparatoire HEC qui a été enchaînée par une université, puis par une école de commerce avec une spécialisation hôtellerie. Et en fait... ça vous a rattrapé là quand même, donc? Ça m'a rattrapé à ce moment-là où finalement, après quelques expériences, notamment à l'étranger, des 5 expériences de serveur, tout simplement, dans des maisons, je me suis dit finalement, c'est le métier qui me plaît. Et puis naturellement, les choses se sont inscrites ainsi et j'ai continué. Vous aviez une partie de la famille qui travaillait dans l'hôtellerie indépendante, votre papa qui était dans un grand groupe chez Accor. Vous aviez les deux visions, les deux approches? Les deux visions se sont confrontées lorsque mes parents ont repris un établissement ensemble, où effectivement, d'un côté, vous aviez une vision de ma mère très orientée sur l'hôtellerie indépendante, avec une marge de manœuvre beaucoup plus large qui se faisait de manière naturelle de par la propriété. Et puis, effectivement, mon père qui avait travaillé pendant un certain nombre d'années pour une chaîne, notamment pour les chaînes Novotel et Mercure. Et effectivement, après, lorsque les deux personnes travaillent ensemble et reprennent un établissement, il y a forcément des visions qui sont différentes et puis qui doivent se compléter. Alors justement, vous avez fait vos études en France, vous avez travaillé chez Accor un moment. Oui. Et puis, à un moment donné, vous avez rejoint l'entreprise familiale. C'était votre initiative? On vous l'a demandé? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait aussi naturellement. J'ai fait un certain nombre d'expériences, effectivement, en Angleterre, en Allemagne. J'ai poursuivi mes études.
J'ai travaillé sur France, effectivement, puis à un moment donné, tout simplement, il y a un poste qui s'est libéré sur l'exploitation familiale, et puis mes parents m'ont demandé si ça m'intéressait de reprendre ce poste. Non, impossible de refuser, mais également parce que j'étais attaché à l'établissement. Lorsque vous êtes baigné dans un établissement comme celui-ci pendant des années, vous y avez un attachement moral qui fait que ça me semblait aussi naturel d'accepter. Et puis effectivement, j'ai travaillé en famille pendant plus de 5 ans. Pourtant, vous expliquez en préparant cette émission que l'expérience n'a pas été concluante. Pour quelle raison ? Alors, je dirais pas que l'expérience n'a pas été concluante parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Mes parents m'ont beaucoup appris sur le métier en lui-même, sur les bases du métier. Et si aujourd'hui j'ai la chance d'avoir le poste que j'ai, je leur dois. Il faut surtout pas l'oublier, et ça, je tiens à les remercier. Après, simplement, vous êtes un peu plus jeune, vous avez une vision différente des choses, vous voulez voir d'autres choses, et puis vous êtes amené à prendre vos propres décisions qui ont forcément des conséquences au sein de la famille, mais qui derrière sont acceptées, et puis chacun vole un peu de ses propres ailes. Votre sœur est également dans l'hôtellerie. Les réunions de famille, on parle hôtellerie ou on met ça un peu de côté ? Alors, on parlait beaucoup hôtellerie. Maintenant, on a tendance à éviter, mais le sujet revient naturellement à un moment donné dans les conversations. Revenons à la suite de votre carrière. Première fonction de directeur, c'était justement dans le groupe Boas. Oui, vous avez dirigé un hôtel, le Lake Geneva Hotel, pendant 5 ans, avant de partir dans le groupe Manotel en 2018, pour reprendre la direction de l'hôtel Royal, qui est également situé dans la région genevoise. Qu'est-ce qui vous motivait fondamentalement pour passer d'une entreprise à une autre ? Alors, j'ai eu la chance, par le biais de M. Rossi, de prendre ce Lake Geneva Hotel à Versoix. Le président du groupe Boas. Tout à fait, qui reste toujours qui l'est toujours et qui est toujours mon patron. J'ai eu la chance, il m'a donné la chance de prendre une première exploitation qui était en ouverture, donc sur un établissement d'une centaine de chambres au bord du lac. Donc j'ai réalisé l'ouverture avec une équipe qui m'a soutenu pendant plusieurs années. Et puis par la suite, la direction de l'hôtel Royal Manotel m'a été présentée. Enfin, j'ai pu accéder à ce poste-là, et c'était une volonté de changer de gamme, de passer sur une exploitation avec une hôtellerie plus luxueuse, orientée sur du 4 étoiles supérieur, avec une clientèle différente, beaucoup plus diplomatique, avec des codes qui sont différents que ce que j'avais connu au sein du Lake Geneva Hotel. Et puis c'est quelque chose qui me plaisait tout simplement. Donc j'ai passé le pas, et puis j'ai fait ce changement d'orientation. En termes de culture d'entreprise, des différences aussi. Oui, vous avez deux entreprises plutôt familiales. Oui, ce sont des entreprises effectivement qui sont familiales, mais dont les cultures internes d'entreprise sont complètement différentes. Par exemple, c'est difficile de rentrer dans les détails, mais pour faire simple, d'un côté, vous avez un groupe hôtelier qui est principalement basé sur Genève. Les 6 exploitations sont sur le même site, sur le même quartier, excusez-moi. Donc vous avez une organisation en interne qui est complètement différente d'un groupe comme Boas, où où les hôtels sont répartis sur différents cantons. Donc en termes d'organisation, de relations avec les directeurs, avec les cadres, on ne travaille pas de la même manière. Donc la culture d'entreprise se fait naturellement différemment suivant l'organisation interne par rapport à tout ça. 2021, le groupe Boas vient vous rechercher pour vous proposer justement le poste de directeur des opérations pour tout le groupe. Oui. Qui est-ce qui vient vous chercher d'ailleurs ? J'ai eu la chance d'avoir un appel de Tamara Chiesé et puis de M. Russi. Donc Tamara Chiesé qui était mon ancienne CEO, et puis M. Russi qui est notre propriétaire. Et donc effectivement, on a eu quelques discussions par rapport à tout ça, et le challenge me plaisait. Donc j'ai pas réussi à dormir pendant quelques nuits, mais après j'ai pris ma décision, et puis je me suis dit c'est le moment de le tenter. J'ai passé la quarantaine, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas dans 10 ans. Un poste de gestion, c'était quelque chose que vous visiez, s'éloigner, ça veut dire forcément encore un petit peu plus de la clientèle ? Alors oui et non, puisque j'ai cette double casquette qui me permet aujourd'hui de garder une exploitation comme à Cotis Hotel. C'était également une volonté, parce qu'en tant que CEO, ça nous permet de garder une proximité avec nos équipes et de prendre des décisions pour le groupe, mais sans oublier ce qui se passe sur le terrain. Si je peux m'exprimer en quelques mots, CEO, donc le chef des opérations, ça consiste en quoi ? Alors, on est en charge de tout ce qui est le développement du groupe, les stratégies marketing, les stratégies tarifaires, la garantie de la qualité, le suivi de nos directeurs qui sont sur chacun des sites, enfin tout un ensemble, les respects d'hygiène, de sécurité. Donc, on travaille sur des thématiques globales pour le groupe que l'on doit assumer et assurer également pour nos clients. Et puis derrière, il y a toute une stratégie qui se développe par rapport à tout ça.
C'est arrivé en plein contexte de crise sanitaire. Brice Lavédrine, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé des questions ? Est-ce que je change de secteur ou est-ce que je reste dans l'hôtellerie ? Ça vous a traversé l'esprit de faire autre chose ? Non, pas maintenant. Non, je vous dis, j'aime mon métier, j'adore ce que je fais. Alors effectivement, certains jours, c'est fatigant, on va pas se voiler la face, mais c'est un métier qui me passionne énormément et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je continue d'avancer dans ce métier et puis que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice par rapport à l'hôtellerie. Comprenez ceux qui s'en sont détournés. On recevait il y a à peu près une année Paul Muller, donc, Oui. qui dirige Manhotel. Grâce à lui, que j'ai pu reprendre l'Hôtel Royal. Exactement. Tout à fait. Et il expliquait l'effort d'organisation qu'il faut fournir pour garder les jeunes, être attractif par rapport à d'autres métiers. Et face à cette désertion après le Covid, vous y prenez comment pour les retenir, ce talent ? Justement, ça fait partie des discussions qu'on a en interne avec notamment Hôtellerie Suisse par rapport à l'orientation que doit prendre l'hôtellerie et les responsables de sites, que ce soit des directeurs d'hôtel, responsables de restaurants, enfin tout cadre, quel que soit le niveau du cadre. Aujourd'hui, on a effectivement moins de collaborateurs, ce qui est une normalité, parce qu'on a simplement un problème de démographie. Donc ça se résume tout simplement à ça. Donc à un moment donné, soit nous, on travaille, on trouve des solutions pour compenser cette démographie, ce manque de démographie, soit on continue à se voiler la face et puis on continue à faire comme on a fait pendant des années. Donc aujourd'hui, on a à notre disposition un certain nombre de choses, de l'intelligence artificielle, on a à notre disposition des facteurs technologiques qui nous permettent d'avancer et qui permettent aujourd'hui aussi peut-être de recentrer les métiers. On a à notre disposition des robots qui permettent de faire du service en salle par rapport éventuellement à un manque de chefs de rang ou de serveurs. On a plein de choses qui se développent, donc c'est à nous... Vous utilisez des robots dans vos restaurants ? Alors aujourd'hui, non, mais ça fait partie d'une possibilité à terme. De par ça, c'est justement peut-être aujourd'hui le bon moment de se dire, voilà, on revalorise le métier. Dans le sens où les personnes qui sont formées ont une réelle valeur ajoutée sur le quotidien et au lieu de continuer éperdument à chercher un certain nombre de chefs de rang ou de serveurs, peut-être des fois de se dire voilà, la solution d'un robot qui vient aider, faire du service en salle nous permettrait d'avancer et puis de résoudre un problème. Ce sont des solutions que vous défendriez devant le comité exécutif d'Hôtellerie Suisse. Vous étiez hier à Berne, oui, tout à fait. Pour postuler pour le siège dans la division hôtellerie de Chêne, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est une voie sur laquelle on doit travailler. En fait, le but, il est double. Premièrement, valoriser la formation des étudiants. Donc valoriser également leur acquis, leur expérience, pour les rendre encore plus compétents sur le terrain par la suite. Et derrière, justement, avoir recours à certaines évolutions technologiques comme celle-ci, qui soulagent également ces personnes qui sont des professionnels, et qui soulagent également aujourd'hui nos cadres. Parce que justement, les cadres aujourd'hui ont cette perte de... Certains connaissent une perte de volonté, de motivation, parce que y a des difficultés à former les équipes, et puis on n'a pas les mêmes répondants, les mêmes codes que l'on a eu pendant des années. C'est un constat, c'est aussi simple que ça. Donc on doit travailler sur cette option-là et puis avancer par rapport à tout ça. Brice Lavédrine, le Boas, c'est un nom qui veut sans doute pas dire grand-chose au grand public. D'ailleurs, vous connaissez l'origine du nom Boas ? Oui, tout à fait. Ce sont une origine religieuse. Oui, c'est deux statues qui se dressaient devant le temple de Salomon. Oui, tout à fait. Donc Boas est peu connu. En revanche, beaucoup des entités qui le composent le sont. Vous avez évoqué Aquatis, l'hôtel à Lausanne. Il y a à côté d'Aquarium Vivarium de Lausanne. Il y a l'hôtel de Nandal et Quatre-Vallées. Il y a le centre thermal d'Yverdon-les-Bains, ainsi que les bains de Saillon, pour ne citer que quelques-uns. Le groupe va traverser, comme tout le secteur, un moment difficile pendant la pandémie. Un hôtel venait d'ouvrir à côté de l'aéroport de Genève. C'était évidemment pas de chance, mauvais timing. Un autre a dû être fermé. Et puis ensuite, il y a eu un rebond en 2021 et encore mieux en 2022. En 2022, Bernard Russi, le propriétaire et président de Boas, comme on le disait tout à l'heure, dans la GFI évoquait, c'était la fin de l'an dernier, c'était sans doute une des meilleures années du groupe. Et pourtant, il y avait eu d'autres problèmes. Même un incendie avait frappé un des hôtels du groupe. Donc vraiment, les problèmes, ça vole en escadrille, comme on dit. Aujourd'hui, 2023, comment se portent les affaires ? On est sur la même lancée qu'en 2022 ? Alors, c'est bon. Les résultats sont bons. Après, on n'est pas sur une année aussi explosive qu'on a pu connaître en 2022. On va dire que les choses se régulent de manière un peu plus lisse sur l'année, mais les résultats sont bons, sont aussi bons que l'année dernière.
Comment est-ce qu'on remplit aujourd'hui les hôtels ? On fait comme on peut. Est-ce que la variable prix, c'est vraiment quelque chose que vous travaillez en particulier ou c'est autre chose ? Alors la variable prix est une variable qui est très importante, notamment de par l'évolution du marché de l'hôtellerie sur la Suisse post-Covid. On a une clientèle loisir qui est de plus en plus présente, qui l'était moins par le passé. Les gens se déplacent moins, on va dire, à l'étranger, vont privilégier des séjours un peu plus courts. Ça représente quel pourcentage, la clientèle suisse ? Alors sur nos bâtiments, de manière générale, on est à peu près sur du 50%. Global Group. Donc 50% de l'étranger, c'est ce que ça veut dire. Ouais, à peu près, oui. Donc cette clientèle-là, il faut aller la chercher, c'est plus compliqué que les Suisses, hein ? Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement la Suisse véhicule son image de cherté et de rareté, donc effectivement c'est toujours un peu plus compliqué. Le taux de change a par contre joué en notre faveur à un moment donné l'année dernière, ça a joué sur les déplacements des gens, notamment avec les Français ou les pays limitrophes qui sont frontaliers à la Suisse, donc ça a aidé. Aujourd'hui effectivement la variation du taux de change des fois joue par rapport à cet accueil de clientèle étrangère. Vous visez des clientèles individuelles ou des groupes ? Alors les deux sont importants. La clientèle individuelle, bien évidemment, est la plus importante parce que celle que vous arrivez à capter de manière régulière, quel que soit le jour de semaine ou le week-end. La clientèle de groupe est une clientèle qui est vraiment focalisée à certaines dates précises et qui va travailler sur des périodes, si vous le voulez. Donc on est sur des schémas de réflexion qui sont complètement différents. Ça vous conduit aussi à faire des prix très, très différenciés. Selon une saison, le prix peut être plus ou moins élevé. Alors, on ne raisonne plus en termes de saison, parce qu'aujourd'hui, même si la saisonnalité peut rester marquée à certains endroits, comme sur des hôtels de montagne, on garde effectivement cette saisonnalité, mais par exemple sur des hôtels de ville, on est moins marqué sur la saisonnalité. Donc aujourd'hui, les prix fluctuent suivant en fonction, on va dire, d'un ensemble de facteurs économiques qui jouent sur une ville, comme par exemple Lausanne, où vous avez les facteurs économiques liés au congrès, liés à l'activité de corporate, qui s'additionnent et qui s'ajoutent à cette clientèle loisir. Quel est le taux de remplissage des hôtels en ce moment ? Alors, je vais rester sur des échelles, donc on va dire qu'on est au-dessus des 60%. Et ça vous satisfait ? Alors, les véritables chiffres me satisfont, ouais. Si on prend un événement, par exemple, comme le Salon de l'Auto, qui est absent de Genève depuis 3 ans, oui. Ça pèse pour vous dans la balance à Alors, Genève ? c'est clair que Genève, c'est une grande question. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec le directeur de l'association des hôteliers de Genève, monsieur Demaison, et on a eu cette discussion sur Genève, tous les deux, et effectivement, aujourd'hui, il y a une perte de congrès, perte de ces gros événements comme le Salon de l'Auto, qui effectivement permettait à Genève de ne pas vivre cette saisonnalité que l'on vit sur d'autres villes. Donc ça permettait à l'année d'avoir un chiffre d'affaires lisse, si vous me permettez l'expression. Et effectivement, aujourd'hui, la vision sur ces 5 ou 10 prochaines années, c'est l'avenir avec les congrès. Donc il y en a certains qui ne sont plus sur le planning, sur le calendrier, comme le Salon de l'Auto, qui a priori se fera l'année prochaine, mais sur un format différent. Et après, il y a des incertitudes liées à d'autres congrès. Donc effectivement, si Genève perd cette activité-là, le modèle d'affaires de la ville va complètement changer. Si le salon ne revient pas l'an prochain, ça sera peut-être la mort du salon. S'il ne revient pas, ce sera vraiment un changement structurel qu'il faudra Oui, je pense. Ouais. On aura une saisonnalité beaucoup plus marquée sur la ville de Genève. Parce que le salon de l'horlogerie, qui se faisait au mois de janvier, aujourd'hui est décalé sur le mois d'avril. Donc vous aviez ces 2 salons principaux sur janvier, février, mars, qui permettaient de remplir nos établissements. Et effectivement, le salon de l'horlogerie ayant été déplacé sur avril, et si le salon de l'auto ne se fait plus, on aura une saisonnalité marquée, oui, tout à fait. Paul Muller parlait à Genève d'une surcapacité. Oui. Vous partagez son avis ? Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, on a une surcapacité d'hôtels sur Genève qui, par rapport à l'incertitude de l'avenir, et l'avenir de la ville crée, je pense, un certain nombre de questionnements. Les charges en hausse, l'électricité, les matières premières, il y a aussi les salaires. Ça vous a poussé à augmenter les prix des chambres ? Alors malheureusement, si on pouvait agir de manière aussi facile, ce serait pratique. Mais comme tout le monde, comme toute famille ou tout ménage indépendant, les ménages sont touchés par la hausse. Donc si vous pratiquez des tarifs un peu trop élevés, vous risquez de perdre cette clientèle-là. Donc il faut faire attention. Effectivement, on est obligé d'impacter. Mais il faut savoir le faire avec une juste mesure. C'est 2-3% que vous reportez ? Ça va dépendre des périodes, c'est toujours pareil. Je n'ai pas de pourcentage fixe. Ça va dépendre des périodes et de la contrainte qui existe sur une date précise ou pas. Voilà.
Pour remplir les hôtels, il faut créer l'attraction pour le lieu. Parlons du canton de Vaud, puisque le canton vient de présenter une nouvelle stratégie marketing. Oui, tout à Ça fait. s'appelle juste Vaud maintenant, avec un objectif qui paraît très simple, augmenter le nombre de nuitées moyens par visiteur de 1,8 à 2. On reste quand même dans un schéma très, très faible. Vous en pensez quoi de cette stratégie ? Alors, il y a un proverbe qui dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc effectivement, si déjà on arrive à garder cet objectif-là et de passer de 1,8 à 2 nuitées par semaine sur Lausanne par hôtelier, ça sera déjà une bonne chose. C'est un petit chiffre, mais enfin, en réalité, mais ça a des dans la vie des conséquences. affaires, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, ouais. Ça a des conséquences à la fois pour nos établissements, mais également pour la ville. Après, ce qui est dommage, c'est que l'année prochaine, on a cette taxe de séjour qui augmente. Je ne sais pas, on ne sait pas comment on va réagir. On passe à 6 francs par nuit par personne, à la place de 3,50. Oui. Donc effectivement, c'est une hausse qui est assez importante. On la comprend, hein, je veux dire, il y a un choix de la ville qui est fait par rapport à ça. Mais comment va réagir notre client ? Est-ce que le client privilégiera d'autres destinations à proximité ? Ça, j'en ai pas la réponse. Comment est-ce qu'on explique que Vaud fasse un peu moins bien que d'autres cantons ? En proportion de la population, il y a moins de visiteurs que ce qu'on peut en voir dans d'autres cantons. Il y a un défaut de promotion de cette marque Vaud. On va peut-être plus à Genève ou en Valais. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le canton de Vaud, beaucoup de choses qui sont faites avec les différentes instances. Le canton estimait qu'il n'y en avait pas assez, donc c'est pour ça qu'ils lancent une Alors, nouvelle stratégie. moi, l'analyse... Alors, on veut toujours évoluer, donc ça, je le comprends, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Je trouve que le canton est quand même assez attractif sur un certain nombre de choses. La ville fait vivre beaucoup. On a beaucoup d'informations avec les différentes instances comme l'Office du tourisme. On reçoit de manière assez régulière des packages, des visites de ville pour nos clients, des choses comme ça. Donc je trouve que ça bouge pas mal. Après, Lausanne, effectivement, de par notamment l'aquarium que l'on gère, pourrait bénéficier d'un rayonnement européen plus conséquent. Comment obtenir ce rayonnement ? Alors ça, c'est une discussion qu'on doit avoir tous ensemble, mais Lausanne a la chance d'avoir le musée olympique, d'avoir l'aquarium, d'avoir... L'aquarium, je crois que c'est un des plus grands d'Europe. Hein. Oui, tout à fait. C'est l'un des plus grands aquariums d'Europe et c'est effectivement le plus grand vivarium d'Europe, effectivement. Mais aujourd'hui, toute la stratégie de l'aquarium a également été revue par Michel Ansermet, qui s'occupe du site. Et effectivement, aujourd'hui, on gagne en popularité parce que le site est de plus en plus accessible aux familles ou si vous me permettez l'expression, au commun des mortels qui s'y retrouvent dans la visite du bâtiment. Dernière question dans cette partie, rapidement, en se projetant sur l'avenir. Vous êtes directeur des opérations, vous nous l'avez expliqué, directeur de l'hôtel Aquatis. Il y a Bernard Russy, toujours fondateur et président du groupe. Son fils aussi, Christian, est dans l'entreprise. Oui. Vous avez un parcours tracé devant vous, pour prendre davantage de responsabilités dans les années à venir ? Alors aujourd'hui, nous, on travaille ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur Bernard Russy a tenu à ce qu'il y ait une répartition des tâches qui se fasse de manière en interne, qui se fasse de manière, correcte. Donc chacun, que ce soit Christian, moi-même ou Dan Mélan, parce qu'on a également Dan Mélan qui est notre directeur financier. Donc le trio qui formait vraiment. Ouais, on forme un trio tous les trois et Christian a ses propres tâches, Dan également sur la partie finance et puis moi sur la partie sur le reste du groupe. Brice Lavédrine, pour terminer, on va parler un peu de tennis. Vous jouez au tennis, vous êtes un grand fan de Roger Federer aussi. Ouais, vous l'avez vu à 3 reprises, si je ne me trompe pas. Oui. Vous ne l'avez jamais rencontré en personne, non. En revanche. Non, j'aimerais bien. Alors, un petit quiz spécial tennis. Vous êtes plutôt gazon ou terre battue ? Alors, ni l'un ni l'autre, green 7. Le service le plus rapide que vous ayez jamais fait, vous l'avez jamais mesuré d'ailleurs ? Alors, je crois que je l'avais mesuré parce que j'avais été à Roland-Garros et vous aviez une espèce de démonstration. Oui, il y avait une espèce de démonstration et je crois que j'étais à 170, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Il y a quelques années en arrière par contre. Hein. Si un jour vous pouviez affronter Roger Federer quelque part, ça serait Wimbledon, Roland-Garros ? Alors ça serait Wimbledon chez lui. Un match qui vous a marqué et que vous gardez dans votre tête ? La finale de Wimbledon entre Roger Federer et Novak Djokovic que Roger a perdu au 5e set après, je crois, 2 ou 3 balles de match, je me souviens plus. En 2019, 2020 ou 2021, je me souviens plus. Enfin, la dernière qu'il a faite contre Djoko. Vous étiez triste ? Oh là oui. Comme beaucoup de personnes, je pense. Merci beaucoup, Brice Lavédrine, d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Frédéric. Je vous en prie, avec plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt.
B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.